À la une, nouveau blocage ce matin à l'abattoir du Lamentin. Cette fois-ci, ce sont les salariés de la structure qui ont manifesté leur inquiétude. La mobilisation n'a duré que quelques heures et tout est rentré dans l'ordre dès le milieu de la matinée. Les attaques des chiens errants se multiplient dans la commune du Vauclin. Un éleveur qui a perdu une bonne partie de son troupeau crie aujourd'hui au désespoir. Nous ferons le point sur cette situation dans notre JT des communes. Le départ des campeurs a été moins dégradant pour les plages cette année. Les services spécialisés du nettoyage des sites ont globalement eu moins de travail. Les Martiniquais semblent de plus en plus adopter des comportements éco-responsables. Et puis la trêve du week-end de Pâques est bel et bien terminée en Guyane. Les barrages ont repris hier soir aux alentours de 22 h. Le collectif pour la Guyane décollée entend faire pression sur l'État pour obtenir gain de cause. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette nouvelle mobilisation à l'abattoir du Lamentin. Cette fois-ci, ce sont les salariés de la structure qui ont tenu à manifester leur inquiétude concernant leur avenir. Un mouvement d'humeur qui s'est très vite essoufflé puisque dès le courant de la matinée, les éleveurs ont pu livrer leur bétail. Voyez les précisions d'Alvin Corsi. Des bêtes confinées dans leur cage, les portes de l'abattoir closes. Depuis 5 h ce matin, bouchers et éleveurs sont bloqués et ne peuvent livrer leur bétail. Vous savez que heureusement qu'aujourd'hui qu'on n'a pas de soleil, sinon on aurait des morts avec les porcs. Les porcs ne supportent pas le soleil. Donc je crois qu'aujourd'hui, parce que moi, avant de faire une grève, j'ai averti toutes les coopératives, les bouchers, de ne pas emmener de bêtes pour les faire souffrir. Je crois qu'on aurait dû nous prévenir parce que je respecte le droit de grève de tout un chacun. À l'intérieur de l'abattoir, salariés et direction sont en réunion. Ce matin, effectivement, nous avons mis du temps à démarrer nos opérations de remise en service de l'outil parce qu'il fallait au préalable que je tienne avec le président Rangon un point avec l'ensemble du personnel de manière à répondre à leurs questionnements, à leurs préoccupations, parce qu'ils en ont pas mal, et surtout les rassurer sur un certain nombre de points, comme par exemple les salaires et d'autres points sur la présence d'encombrants aux abords de la grille d'entrée. À 9 h 30, les grilles se sont effectivement ouvertes, permettant aux éleveurs de livrer leurs bêtes. Ça a pris un certain temps, d'autant qu'il fallait réamorcer l'usine, les équipements techniques, les remettre en marche, y compris prévoir le remplacement, l'arrivée pour les vêtements de travail, pour le renouvellement des vêtements de travail. L'abattoir a retrouvé une activité normale au cours de la journée. Les salariés semblent être rassurés. De plus en plus de détails sur leurs doléances émises devraient être délivrés par la direction avant la fin de la semaine. Et en ce jour de reprise après ce long week-end, vient l'heure du bilan de ce qu'il s'est passé sur nos routes. Les opérations de contrôle de la sécurité routière ont été organisées pendant les 4 jours. 500 infractions ont été relevées. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Rony. Parmi les 500 infractions constatées entre vendredi dernier et hier soir, on distingue 2 catégories. D'une part, les excès de vitesse enregistrés par les radars mobiles, 411 en 4 jours contre 199 l'an passé à la même période. De l'autre, 89 infractions diverses au code de la route, défaut de permis de conduire, non-port de la ceinture, de casque ou encore défaut d'assurance. Parmi ces délits, 25 conduites en état d'ivresse ont notamment été constatées et ont entraîné le retrait de 9 permis. Malgré des chiffres plus élevés qu'en 2016, la gendarmerie de Martinique dresse un bilan positif. Le déploiement de 60 gendarmes chaque jour aux abords de zones dites sensibles comme les sorties de plage sur la RN5 ou encore la RN2 a permis de limiter considérablement les accidents. Cette année, Pâques n'aura fait aucune victime sur nos routes. Seuls 5 accidents matériels et un accident corporel sans gravité ont été recensés, alors que durant les fêtes pascales de 2016, 2 personnes avaient trouvé la mort. Autre bilan de ce long week-end de Pâques, l'état des plages après le départ des campeurs. Les vacanciers ont été globalement plus enclins à préserver leur environnement et le nettoyage des plages par les services dédiés a pu s'effectuer très rapidement aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater Alizé Lutran et Guy Raphaël Rony. Depuis 5 h ce matin, les équipes de nettoyage quadrillent les plages de Sainte-Luce, comme ici, à Pont-Café. Les bouteilles de boisson, que ça. Alcool, que ça. Que ça, c'est alcool, papier, beaucoup de déchets, quoi. Plus l'ombre d'une tente, mais le passage des campeurs et des familles durant le week-end prolongé est encore visible. En période pascale, les plages du sud sont très fréquentées et les plus souillées par les déchets. Les jours de Pâques, oui, un peu plus.
Mais maintenant, il me semble que les gens commencent à comprendre, il ne faut pas salir. Et les campeurs, ils viennent avec des chasseurs poubelles. L'année dernière, c'était pire que ça. Des plages laissées plus propres que les années précédentes, grâce notamment au travail de prévention de la ville. 2 semaines avant le début des vacances, des messages à l'attention des usagers ont été massivement diffusés. Nous avons sensibilisé les gens par le biais des réseaux sociaux pour leur demander de ne pas laisser des déchets, des sacs poubelles sur les plages pour ne pas que ça fasse des décharges sauvages. Voilà. Et je pense que les gens ont joué le jeu. On va continuer dans ce sens. Il faut quotidiennement sensibiliser les gens pour que les gens repartent avec leurs déchets et qu'on ne laisse pas ça comme ça sur les plages. Parce qu'on est bien content de trouver des plages propres. Il faut les laisser telles qu'on les a trouvées. Les équipes de propreté de la ville ont jusqu'à jeudi pour nettoyer entièrement les 8 sites de Sainte-Luce et permettre ainsi aux baigneurs et passants de profiter de la plage en toute propreté. Et pour ceux qui ont la chance d'être toujours en vacances et qui souhaitent encore profiter de nos plages, notez que la Martinique a été placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Une houle énergétique de nord-nord-est déferle sur les côtes atlantiques. La mer est forte avec des creux moyens de 3,50 m dans le canal de la Dominique. En Caraïbes, une houle de nord-ouest crée un ressac inhabituel sur les plages exposées. L'agitation devrait augmenter demain en début de matinée avec la marée haute. La plus grande vigilance est donc recommandée. Direction la Guyane qui s'est réveillée à nouveau complètement bloquée ce matin. Le collectif pour la Guyane décollée a acté hier soir la reprise des barrages ainsi qu'un durcissement du mouvement. De nouvelles zones de blocage ont été installées dans la nuit sur l'île de Cayenne, un moyen pour le collectif d'exercer une pression sur l'État dans l'attente d'une réponse à sa proposition d'accord de Guyane. Reportage de Natacha Maltaverne. Surprise ce matin pour les automobilistes. Les barrages se sont multipliés durant la nuit, comme ici au rond-point de Baduel. Des militants ont répondu présents à l'appel lancé par le collectif hier soir à la Crique Fouillée. C'était vraiment important pour nous de marquer notre mécontentement, notre soutien également au collectif et d'être présents ici sur le barrage à leur demande. Seuls les 2 roues et les professionnels munis d'une carte sont autorisés à passer. Face à ce durcissement du mouvement, les avis sont partagés. C'est normal parce que c'est pour la Guyane, avancer, mais bon, le problème aussi, il y a des gens qui sont bloqués pour le travail, tout et tout. C'est qu'en fait, la peine tout dit bien, demain, si vient un travail, un bagage, même que tout le monde qui a levé dans le pays, c'est bien pour nous tous. Je rappelle quand même que barrer n'est pas la solution. Ces barrages qui poussent m'effraient, au contraire. Parce que moi, je pense que le sujet, ce mouvement, il est avant tout le problème que la Guyane rencontre aujourd'hui, il est politique. Et or, les responsables du collectif vous disent qu'ils ne font pas de politique. Donc, mettre les barrages, ce n'est pas faire de la politique non plus. Donc, il est temps que les barrages s'arrêtent. Il est vraiment temps pour trouver des solutions politiques. Ils ont le droit de continuer tant qu'on n'a pas gain de cause. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, ça ne me dérange pas. Ils peuvent continuer. Sur la route du Tigre, les 500 frères ont édifié un barrage filtrant dans un premier temps, puis il a été fermé. Le barrage est bloqué. De quoi créer la confusion dans les esprits. Il faudrait qu'ils trouvent une solution autre que celle-ci, parce que tout le monde souffre. Hein. Ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Il faudra laisser quand même passer pour certains étudiants qui ont des examens à passer. Par exemple, aujourd'hui, je devais déposer un dossier et un barrage, on ne m'a pas laissé passer. Mais sinon, je suis toujours mobilisée. Quelques kilomètres plus loin, à proximité de la décharge des Maringouins, un camion-benne et des pneus bloquent l'une des voies. Et c'est un autre fonctionnement qui a été décidé. Ce barrage, il est filtrant. On ferme un quart d'heure et on ouvre pour faire passer une dizaine, voire une vingtaine de véhicules. Et après, c'est fermé pour un quart d'heure. Des barrages qui devraient perdurer jusqu'à ce que le gouvernement signe le protocole d'accord adressé par le collectif dimanche. Partons en Guadeloupe maintenant avec un nouveau fait divers sanglant. Une dispute entre frères a viré au drame hier après-midi. Un homme d'une 50aine d'années est mort des suites de coups de sabre. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Au lendemain du drame, c'est la consternation dans le quartier où vivait la victime et son meurtrier présumé. 2 frères, connus pour être constamment à couteau tiré, certains se doutaient qu'un jour cela finirait mal. Non, si un jour pas bien, pas bien. Parce que Jean-Luc c'est un bouc de cabra et l'autre là n'était pas bon.
Alors donc ça a dégénéré. Et un jour, il dit, moi, il a tué Jean-Luc. Il dit, pas fait ça, petit garçon. Mais bon, c'est coup, ça m'a paquet de coups de sabin, mais ah, ça fait mal. Si on dit ça fait mal, jusqu'à l'aise, ça fait mal. Jusqu'à l'aise, ça plairait toujours, ça fait mal. Dans la nuit, Jean-Philippe, l'auteur présumé, avait réveillé son cousin. L'homme vit juste à côté. À 3h du matin, Anthony a démonté Kazela. Après, Anthony a haché un bitin, en longe, coupé par un baril là, en voyant qu'il a haché un morceau de branche là. Et le lendemain matin, les jours ouverts, Anthony a chanté fort. Et alors, en partie, il dit grand frère là, venez garder Jean Aïe. Et si ils ont pas fait manger, venez voir moi pour manger, portez bail. Les esprits étaient déjà bien échauffés et l'irréparable s'est produit. Jean-Philippe sort déboussolé. Le cousin comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Là, il dit, moi, c'est grave. Alors, on conçoit que c'est l'état là, c'est Jean-Philippe, c'est haché Jean-Luc. Et là, regardez, il a grand frère là, il fou, on a dit, écoutez-moi, eh bien, s'il est blessé, il fait les 18, crier un sapeur-pompier. Les secours sont arrivés très vite, de même que les forces de l'ordre. Jean-Philippe a été arrêté et Jean-Luc est décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte. Elle déterminera les circonstances et le motif de ce drame. Toujours en Guadeloupe, parlons d'un phénomène qui exaspère de plus en plus les habitants de Pointe-à-Pitre. À chaque fin de marché, c'est la même histoire. Les rues sont jonchées de déchets en tout genre. Les marchands ne semblent pas se soucier du nettoyage après leur passage et les riverains envisagent aujourd'hui de saisir la municipalité. Voyez les précisions de Karen Diama. Au pied de cette résidence connue de Pointe-à-Pitre, les agents paysagers étaient à pied d'œuvre pour nettoyer les restes du marché de Pâques. Le samedi de Pâques, il y a beaucoup de gens qui ont laissé le reste dans leur calalou, les crabes morts avec tout leur reste, tout ce qu'ils n'ont pas vendu. Il y a une poubelle pas loin d'eux. Hein. Ce sont des marchands qui sont venus vendre des feuilles de calalou, leurs crabes, leurs ciguines, des légumes. Mais étant donné qu'ils ont trop emporté, ils n'ont pas vendu, ils ont fait quoi laisser ça par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, on paie un ticket, alors on n'a pas le droit de nettoyer. Hein? Alors, comme ça, la mentalité, c'est ça. Je paie et je ne nettoie pas. Pourtant, des règles d'hygiène bien élaborées avaient été mises en place avec l'aide de la municipalité quelques années plus tôt. Ils nous ont fait réunion avec tous les marchands en disant qu'il ne faut pas laisser les grosses boîtes, les quines de bananes, les gros ordures. Bon, ils ont été à la réunion, ils ont entendu le maire. Bon, il y a des marchands qui obéissent et des marchands qui n'obéissent pas. Ça rentre par là, ça sort dans l'autre oreille. Si les riverains n'ont pas souhaité s'exprimer, Marie-Laure, elle, a voulu porter à la connaissance de chacun les différences qu'il existe entre les marchands occasionnels et ceux qui, comme elle, occupent cet emplacement depuis bientôt 30 ans. Et il y a des marchands qui sont super propres, il y a des marchands qui sont super mal propres, je dirais. En gros, ils sont mal propres déjà à la naissance et chez eux aussi, ils ne sont pas propres. Quand on est propre chez eux, quand on est propre chez soi, il faut être propre ailleurs. Propre chez moi, je suis propre dehors aussi. Lorsqu'ils ont fait la réunion avec nous à la ville de Pointe-à-Pitre, le maire nous a bien expliqué qu'il voulait marcher toujours propre. Mais bon, on nous laisse travailler le dimanche, à condition qu'on nettoie, nous, parce qu'il n'y a pas de service de nettoyage. Une petite délégation de résidents a été reçue cet après-midi par le maire. Des dispositions seront prises pour éviter de tels comportements. On revient en Martinique, restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des nouvelles attaques des chiens errants qui secouent les éleveurs du Vauclin. Hubert Bornil a rencontré un agriculteur qui a perdu plusieurs bêtes en l'espace de 15 jours. Et puis la compagnie des vedettes tropicales a reçu 2 nouvelles embarcations aujourd'hui. Le gérant annonce des liaisons plus agréables pour les voyageurs. Mais avant, place à notre invité politique de ce mardi soir. Investi par la FSM, il se présente dans la circonscription du Centre pour les prochaines législatives. Raphaël Vaugirard est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez travaillé pendant 15 ans aux côtés de Louis-Joseph Manscourt. Vous avez décidé de voler de vos propres ailes cette année en vous lançant dans la course aux législatives. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé déjà cette année ? Alors, écoutez, je n'ai pas décidé comme cela de me lancer de mes propres ailes. Non, c'est que d'abord, je suis militant du Parti socialiste depuis plus de 10 ans. Et puis, comme vous le dites, je travaille avec M. Louis-Joseph Manscourt depuis 15 ans en tant que collaborateur direct. Et puis, surtout, j'ai accumulé une expérience
de ce type de fonction. Je connais les rouages de l'Assemblée nationale pour avoir fait les amendements, les analyses de loi, les rapports, les questions écrites, questions orales au gouvernement, et puis les démarches aussi en soutien des familles lorsqu'elles ont besoin d'un appui auprès de ministères. Par conséquent, c'est une fonction que je connais très bien, et le parti m'a fait confiance en me désignant pour porter le flambeau du Parti socialiste. Alors, est-ce que votre candidature enterre définitivement l'alliance de la FSM avec EPMN, puisque finalement, vous vous présentez face à Josette Manin? Je m'attendais à cette question. Alors, écoutez, je vais vous répondre très franchement, d'ailleurs, c'est la réponse que je fais toujours, c'est que nous avions des choses à, des critiques à formuler. Nous les avons formulées. Mais nous sommes ouverts à un rapprochement avec les autres partis de gauche. Le Parti socialiste a toujours été un parti qui rassemble la gauche. Mais il faut que les bases partenariales, le respect mutuel et puis le projet commun, tout ça soit fait de manière très démocratique. Et c'est ce que nous avons reproché, c'est que, je le dis très clairement, je le redis en fait, Ensemble pour une Martinique nouvelle, ce n'était pas un parti politique, c'était un rapprochement de 12 organisations. Mais cet ensemble fonctionnait comme un parti politique. Donc c'est une contradiction. Par conséquent, ce que nous souhaitons, c'est revoir les bases du partenariat et puis le projet commun, la démarche commune, l'esprit de partenariat et de respect mutuel. Voilà. Vous avez déjà eu Serge Letchimy à ce sujet? Oui, non, nous l'avons rencontré. Où alors? Parce qu'il a justement, vous serez étonné d'apprendre que nous avons déjà rencontré Serge Letchimy, pas moi tout seul, mais avec les responsables du Parti socialiste, y compris M. Moscow, et on a commencé à discuter. Et M. Letchimy, ce jour-là, nous disait, est-ce que le PPM et les socialistes doivent travailler ensemble? La question, c'est oui. Est-ce qu'ils doivent coopérer? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils doivent s'entendre et trouver des méthodes nouvelles? La question, c'est oui. Alors, mais est-ce qu'ils doivent s'affronter dans les législatives? La réponse est oui aussi. Non, mais vous savez, c'est quelque chose qui doit se construire. On ne décide pas comme ça, d'un coup de baguette magique, bon, on est rassemblés. Non. C'est un processus, on doit se rapprocher, discuter, négocier et puis apprendre à faire ensemble. C'est ça qui nous manquait dans Ensemble pour une Martinique nouvelle. Alors, vous êtes porteur de la dynamique socialiste qui n'a pas le vent en poupe vraiment en Martinique, ni même dans l'Hexagone par rapport au bilan de François Hollande. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment des chances de séduire les électeurs cette année? Bien alors, deux choses. Alors, le bilan de François Hollande, vous savez qu'on se trompe drôlement. Selon les sondages, il est à 4% d'opinion favorable. Mais vous dites bien selon les sondages. Bon, ça c'est une première chose. Je pense que le bilan de François Hollande est mal connu, mal apprécié. Et puis surtout chez nous, en Outre-mer, le bilan de François Hollande, c'est un bilan que moi j'estime largement positif. La loi égalité réelle, en février 2017. La loi contre la vie chère. La loi portée par Letchimy sur la lutte contre l'instabilité dans le logement. Après, ce n'était pas ça l'objet de ma question. Ma question, c'est est-ce que vous pensez avoir toutes vos chances de séduire les électeurs? Alors, écoutez, en Martinique, la Martinique, c'est un pays La Martinique, c'est un pays très ouvert aux idées socialistes et c'est un pays qui a toujours évolué, qui s'est émancipé, toujours avec des dispositifs et des politiques socialistes. Et puis, je vous rappelle, en 1995, Lionel Jospin, 70% des électeurs au présidentiel. Ségolène Royal, en 2007, 70% des votes. Monsieur François Hollande, en 2012, près de 70%. Alors, écoutez, il y a une ouverture d'esprit des Martiniquais pour les socialistes. Et quel regard avez-vous sur le bilan de votre prédécesseur? De monsieur Marie-Jeanne? Monsieur Marie-Jeanne. Alors, bon, écoutez, deux choses. Ce n'est pas à moi de faire son bilan, mais tout ce que je peux dire, c'est que... Non, mais est-ce que vous pensez que vous auriez fait mieux? Non. Ce que j'aurais fait, c'est ne pas appartenir à un petit groupe de 25 députés. Parce que lorsqu'on est dans un groupe de 25 députés sur 577, vous ne pesez pas, vous ne pouvez pas présenter de loi, vos amendements ne peuvent pas passer parce que vous êtes dans un petit groupe. Or, tous les dispositifs qui nous intéressent, vous savez, récemment, je le dis, c'est pour montrer que je ne suis pas du tout sectaire, je discutais avec le maire de Saint-Esprit et qui me montrait les résultats de négociations pour les dotations des territoires d'outre-mer dans ce qu'on appelle le DETR, c'est-à-dire l'aide de l'État pour l'équipement des collectivités. Eh bien,
parce qu'on n'était pas, on ne pesait pas suffisamment, nous sommes la région, enfin le territoire le moins bien doté dans ce financement qui est essentiel pour les collectivités, ce qu'on appelle le DETR. C'est l'aide pour l'équipement des territoires régionaux. Alors, ma question, quels sont les premiers projets de loi que vous auriez proposés à l'Assemblée nationale si vous étiez élu? En tout cas, le premier sujet, le sujet prioritaire pour moi, c'est la santé des Martiniquais, les hôpitaux. Il n'est pas acceptable que nos hôpitaux tuent. Tout le monde voit que nos hôpitaux ont des déficits abyssaux. Donc, il faut c'est la revoir. faute à qui ça? Non, c'est le mode de financement des hôpitaux. Parce que les hôpitaux, depuis la réforme de 2009, sont financés selon un système qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire la tarification, la T2A. Je pense que ce système, j'écoutais une émission récemment, des médecins disent qu'il faut avoir ce financement, il faut mettre une base de départ sur laquelle on rajoute la partie variable du financement. Mais sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Et puis, en matière de santé, je souhaite que nous puissions donner plus de poids à la politique préventive de la santé. Parce que nous avons en Martinique, dans notre pharmacopée, de quoi mettre en place un système préventif pour la santé. Il vaut mieux ne pas tomber malade plutôt que d'être bien soigné. Par conséquent, vu les molécules que nous avons dans notre biodiversité, vu la recherche qui doit se faire dans le cadre de la loi sur la biodiversité, il faut qu'on ait une agence de recherche sur les molécules qui nous permettent de faire des médicaments. Et puis, vous savez, j'étais à Cuba il n'y a pas longtemps, et à Cuba, il y a une politique de santé, de prévention extraordinaire. Dans n'importe quelle pharmacie, on vous donne de la propolis pour lutter contre la grippe, contre toutes sortes de... Donc, faire revenir les remèdes rasiers à l'ordre Non, mais justement, je ne souhaite pas que ça soit dévalorisé ainsi en l'appelant remède rasier. Non, j'appelle ça la pharmacopée martiniquaise. Et je veux qu'on respecte la pharmacopée martiniquaise. Parce que le boujon gouillave, on appelle ça boujon gouillave, eh bien, en Europe, c'est une molécule qui permet de lutter contre les diarrhées. Eh bien, sachez que c'est du boujon gouillave que ça sort. Par conséquent, je demande qu'on respecte nos molécules. Alors, et les Martiniquais aussi. Vu que les députés ne se battent pas que pour leur île, mais vous allez peut-être vous battre plus globalement pour les Outre-mer, on l'a vu dans ce journal, la sécurité n'est pas très bonne en Guadeloupe, il y a encore des faits divers, la Guyane également. Oui, alors, est-ce que vous avez des propositions de loi qui pourraient arranger tout ça? Écoutez, justement, votre question est bienvenue, je vous remercie. Merci. Vous savez, je ne peux pas me priver de tel plaisir. Bon, alors sachez que le 22 février dernier, une loi socialiste est sortie pour les Outre-mer qui s'appelle la loi égalité réelle. Alors, ce n'est pas une loi d'assimilation. Ce n'est pas une loi qui va rendre les Martiniquais comme des Européens. Non, c'est une loi qui nous permet de concevoir par nous-mêmes notre modèle de développement, et cette loi est d'ailleurs mise en œuvre en Guyane. Donc elle est suffisante, cette loi? Non, mais c'est un cadre. C'est un cadre. Ce n'est pas une loi qui vous dit, il n'y a qu'à faire ci, ça. Ça vous donne un cadre, ça vous donne la boîte à outils pour vous permettre de construire votre modèle de développement. Et si vous regardez bien ce qui se passe en Guyane, vous verrez que le plan de sortie, malheureusement, qui n'est pas encore finalisé, accepté, parce que la sortie de grève est un peu problématique, comme les images le montrent, le plan de sortie de la Guyane montre qu'il y a d'abord un plan d'urgence de 1 milliard et quelques, et puis un autre plan de convergence à moyen et long terme de près de 4 milliards. Donc, c'est ça le nouvel outil de développement pour nos pays que nous, en tant que députés, nous devons défendre et puis nous battre pour que nos pays puissent construire, et de manière partenariale avec l'État et l'Europe, notre modèle de développement. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'est moi qui... Et avant de refermer ce chapitre politique, faisons un point sur ceux qui ont annoncé leur candidature dans la circonscription centre pour les prochaines législatives. Par ordre alphabétique, Fabrice Dunon, soutenu par le MIM, Philippe Edmond Mariette, Joanne Godou du Cercle démocratique martiniquais, qui s'affiche à l'écran, Josette Manin, soutenue par Ensemble pour une Martinique nouvelle, Marie-Hélène Marthe dite Surelli du Combat ouvrier, Karine Mousseau, soutenue par les Républicains, Gérard Talmancy, soutenu par Nous Pepla, et Raphaël Vaugirard, que nous venons de recevoir, qui est soutenu par la Fédération socialiste de Martinique.
Allez, c'est le moment de nous rapprocher encore un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une nouvelle attaque de chiens errants au Vauclin. Un éleveur de moutons a perdu plusieurs bêtes cette nuit. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Des meutes de chiens qui déciment des troupeaux entiers, c'est assez récurrent, notamment dans ce secteur Cambeil. La plupart des éleveurs vous le diront, ça arrive au mois de décembre ou encore en période de carême comme en cette période. Alors, Monsieur Brelon est complètement découragé car malheureusement pour ce genre d'affaires, il n'y a pas d'assurance qui joue. C'est 28 ans ici, 28 ans, c'est comme ça. Et m'a porté plainte, m'a fait toute bagaille et il n'y a pas faire rien. Monsieur Brelon semble dépité, il ne sait plus à quel saint se vouer. L'année dernière, nous raconte-t-il, 16 de ses moutons ont été décimés, 8 en tout début d'année. Cette fois, c'est encore 4 de plus, mais 4 de trop. Tout à l'heure là, 6 chiens, ils étaient là, regardez moi là. 6 chiens. Moi, j'ai chien en personne. Et c'est tout le temps là, en venir, moi, j'ai chien en personne dans le tout pour. Bon. Moi, je écoute là, moi, je ne peux pas. Si je aller pour mon coup d'œil, normalement, je vais rester quoi, moi. Et quant au profil de ces chiens qui attaquent les troupeaux, l'homme est formel, il ne s'agit pas de chiens errants. Ces chiens, depuis les vacances, puis c'est mon. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas qu'à pour un chien mettre en pension, il s'est venu au trop cher, alors il a quitté les chiens libres. Les chiens pas ni manger. Alors, le chien a acheté, manger, puis manger. Il a allé, il a mangé. Puis tout pour moi. Même expression chez les éleveurs voisins, ces attaques à répétition sont l'affaire de chiens organisés en bande. Mais il faut d'abord protéger les animaux parce que ce qui se passe, c'est que les animaux, il y aura des avortements, elles sont stressées, donc elles ne mangent pas, donc il y a des amaigrissements. Et puis il y a des animaux qui sont blessés, il faut prendre les bêtes les unes par les autres parce que les blessures ne sont pas visibles. Donc pour voir les animaux qui sont blessés et essayer de les traiter. Parce qu'il y a des animaux qui sont debout là aujourd'hui, demain matin on les retrouve par terre. Monsieur Brelon ne sait pas vraiment quoi faire face à cette terrible situation, d'autant que les assurances ne prennent pas en compte ce type de risque. En l'air, nous ne pouvons pas gagner en pays, puisque c'est quelqu'un qui va glacer, nous va manger, puisqu'on ne peut pas nourrir un Tibet. De toute manière, nous faisons pour nous nourrir un Tibet et c'est chien à manger. Comme on peut le voir, la plupart du temps, les bêtes préfèrent rester non loin de l'établi, auprès de la bergerie, puisque la savane est dangereuse. En tout cas, une situation assez tragique pour cet éleveur. La compagnie Vedette Tropicale compte désormais 2 nouveaux bateaux dans sa flottille. Un investissement de 1,8 million d'euros qui a pour objectif d'assurer des liaisons plus confortables pour les voyageurs. 2 autres nouvelles embarcations devraient être livrées à la rentrée prochaine pour un coût total de 5,5 millions d'euros. Voyez les précisions du gérant des Vedettes Tropicales qui s'exprime face à la caméra d'Alvin Corsi. C'est 2 bateaux de 18 mètres qui prennent en capacité de 98 passagers. Et bon, ça va nous permettre déjà de renouveler la flotte qui est un peu vieillissante, hein, les bateaux ont une moyenne d'âge de 20 ans. Et que nos clients soient un peu plus à l'aise de transporter dans un très bon confort avec des moteurs, des bateaux super silencieux. Et franchement, là, on a de quoi travailler correctement. C'est des bateaux qui respectent toute la nouvelle réglementation, c'est-à-dire on est sur la B223, enfin pour ceux qui connaissent, donc personne à mobilité réduite, conforme au niveau de la pasquelle pour l'équipage, les températures dans les pasquelles et puis aussi la sonorisation au niveau de la salle machine. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial de la Galeria de 9h à 14h. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Pays. À tout de suite.